Alors, dans cette vidéo, on vous propose un chrono, ou plutôt deux chronos en fait. On va revenir un peu sur le trajet de Bernard Laroche, donc le supposé trajet, entre le collège de Muriel et le pavillon. Il y a deux versions qui se contredisent. On a d'un côté la version des collégiennes qui disent qu'il est passé par la gauche, donc par la rue de la Trottassini. Et on a aussi la version de Muriel dans ses propres aveux qui dit qu'il est passé par la droite, devant la CIPA et par Champ-le-Duc. Donc nous, sur notre vidéo La piste La Roche, on vous avait montré le trajet par la gauche. On avait pris ce choix parce que c'était celui où il y avait le plus de témoins finalement. Si on regardait parole contre parole, on avait deux personnes contre une. Mais finalement, je m'aperçois que sur les forums, tout ça, c'est quelque chose qui est utilisé comme un argument pour essayer de dire que s'il est passé par la droite, donc Bernard, c'est la preuve de son innocence parce que, soi-disant, on mettrait super longtemps pour rejoindre le pavillon en passant par cette route. Donc nous, on l'avait filmé, cette route, on avait aussi vérifié avec les cartes IGN si les routes existaient, tout ça, et donc elles existaient, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc je vous propose de regarder ce chrono. Sur la piste La Roche, on était passé par la gauche et on avait mis à peu près 7 minutes. Quand on passe par la droite, on met 9 minutes. Donc finalement, on s'aperçoit que ça remet rien du tout en cause, et qu'on peut très bien passer par la droite et arriver au pavillon dans les temps. Donc je vous propose de regarder ça, et puis bon, effectivement, il n'y a pas de son, donc on va vous mettre aussi une capsule qu'on n'avait pas intégrée dans le hors-série, parce que le son était pas vraiment bon, on avait enregistré ça par Skype, et il y avait quelques coupures de connexion, ce genre de choses. Mais je pense que là, c'est l'occasion voilà, de mettre ça en fond sonore. Donc quelqu'un nous avait posé la question, est-ce que Michel est peut-être impliqué dans le complot? Et on en avait discuté avec Electra. Donc je vous propose d'écouter ça et en même temps de regarder donc ces deux chronos. Sur ce, bon visionnage et méfiez-vous des contrefaçons. Oui, bonjour, voilà, déjà bravo pour tout votre travail que je suis très près et pour la tonalité, c'est vraiment super. J'ai une petite question, c'est concernant Michel Villemin. Je suis convaincu que contrairement à ce qui paraît et à son rôle un peu idiot, je pense qu'en fait il est certainement acteur dans cette conspiration et que le jour J, il faut pas oublier quand même que Bernard Arnault lui rend visite. Je pense pas qu'à mon avis c'est pour feuilleter un catalogue de la Redoute, mais pour faire une dernière mise au point. Et il apparaît que son rôle est pour moi très clair parce que c'est lui quand même qui avertit de l'enlèvement. Et on a l'impression qu'il fait tout pour occuper son frère Jean-Marie jusqu'au moment où le corps a été jeté à l'eau. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il lui dit qu'il a été jeté dans la Vologne. Et voilà, pour moi, ça paraît assez évident et j'ai l'impression que l'enquête a pas su démontrer ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle de Michel Villien? Merci. Alors, la question est intéressante, hein. Qu'est-ce qu'on pense de Michel? Michel complice d'une conspiration? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Electra? Alors, je sais qu'on ne sommes pas en parfait accord sur ce point-là. Moi, j'ai tendance à penser comme cet auditeur. Je ne dirais pas que Michel a eu une participation active. Il a d'ailleurs un alibi, il était chez lui. Mais je pense qu'en effet, il est dans la conspiration qui consiste à peut-être faire simplement une vilaine blague aux parents. Ça, je ne sais pas. Et on ne sait pas exactement jusqu'où ça va. Est-ce que la mort de l'enfant était prévue ou pas prévue? Mais en tout cas, il se prépare quelque chose pour embêter les parents, quelque chose qui porte sur Grégory. Et je pense que Michel est au courant de ça. Et je crois qu'il a un rôle, en effet, de donneur d'alerte, de déclencher l'heure de l'assassinat, d'annoncer que l'enfant est déjà mort à un moment où certainement il ne l'est pas. Et par la suite, dans la soirée, en effet, on a l'impression que c'est ce qui ressort vraiment de ses actes. Il fait tout pour retarder les recherches, tout en ayant annoncé que l'enfant était dans la Vologne. Il fait tout pour éloigner de la Vologne. Il ne le dit pas à son frère. Et on a l'impression qu'il cherche à retarder le moment où l'enfant sera retrouvé, ou pour laisser le temps, parce qu'il sait que ça va se dérouler plus tard dans la soirée, en plusieurs temps, pour laisser le temps que l'enfant soit retrouvé. Alors, peut-être vivant, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il sera retrouvé mort. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'en effet, Michel a un certain degré de complicité. Et il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs dans le Ouais, ouais. Pour moi aussi, c'est une possibilité malgré tout, hein, mais
Moi, je me suis toujours dit quand même que Michel était un mec assez nerveux, pas très malin. Je sais pas, je me dis que à la place du corbeau, je le mettrais peut-être pas dans l'histoire. Ce qui est sûr aussi, c'est que bon, il a quand même dit à ses parents ce qu'avait dit le corbeau, c'est-à-dire il a jeté à la Vologne. Et les parents, eux non plus, si tu veux, ils ont pas cherché à le dire de suite non plus. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'ils ont peut-être pas osé, en fait, le dire. Mais c'est vrai qu'il a un comportement bizarre. Puis effectivement, il cherche dans les bois, ce qui a aucun sens, puisque lui, il est au courant que l'enfant est visiblement dans la Vologne. Mais je sais pas, j'arrive pas vraiment à le voir comme complice. Par contre, ce que je me dis, c'est que, à un moment, et sûrement c'est quand il reçoit cet appel, il commence à comprendre des choses. Moi, je me dis que de toute façon, ça a dû corboter dans son entourage, qu'il était semi-conscient, ou donc en tout cas, il s'apercevait qu'il y avait des choses qui se passaient un peu derrière son dos. Il entendait par-ci par-là des petits insiders, comme on dit. Et à mon avis, quand il reçoit cet appel, en fait, il y a comme un puzzle en fait qui est en train de se construire mentalement. Puis tout d'un coup, bingo, il commence à comprendre la supercherie. Et à mon avis, c'est là qu'il commence à devenir nerveux, péter un câble, à vouloir absolument aussi chercher Ginette, ce qui est aussi complètement incohérent. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que Michel, c'est a posteriori en fait qui devient complice, puisque visiblement, il comprend des choses, mais il en parle pas. Bah, c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut penser si on croit à la réalité de cet appel. Et je sais que toi, tu penses que cet appel a réellement existé. Alors, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas vraiment pour plusieurs raisons. D'une part, cet appel n'a absolument aucun témoin. Ni Lionel, ni son camarade ne disent avoir entendu sonner le téléphone chez les grands-parents, alors qu'ils jouaient vraiment juste à côté. Et lors de la reconstitution, la greffière de Simon le raconte très bien dans la série Netflix. Je ne sais plus dans quel épisode c'est, mais enfin, elle le raconte bien. Ça a été impossible de trouver un emplacement, de faire placer Michel à l'endroit où, soi-disant, il aurait entendu probablement d'abord sonner chez ses parents et puis ensuite chez lui, alors qu'il est devant la télévision, et qu'il puisse décrocher et donner une heure précise à laquelle ce coup de fil serait arrivé. Heure qui a changé d'ailleurs. Il l'a retardé. 2 jours après, il s'est souvenu qu'il avait vu une autre image qui était un peu plus loin dans le téléfilm. L'heure a été retardée. Alors, par la suite, Lionel a changé d'avis, mais enfin, cet enfant, il était très jeune, il avait 11 ou 12 ans. On sent bien qu'il adapte au fil de ses dépositions, au fil des années, il adapte ce qu'il dit pour protéger son frère Michel, certainement sous la pression de sa mère. Mais au départ, personne n'a entendu cet appel sonner chez Michel et il n'y en a pas de témoin. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a quand même eu un appel, mais dont le contenu aurait été différent. C'est aussi une possibilité. Mais moi, je crois qu'il n'y a même pas eu d'appel du tout. Je pense que c'était convenu quand Bernard est passé probablement très brièvement, puisqu'on n'a pas eu le temps de voir sa voiture, pour ainsi dire. Il a dû passer vraiment très, très brièvement, simplement pour fixer l'heure à laquelle Michel est censé donner l'alerte. Et peut-être d'ailleurs qu'il l'a donné un peu prématurément par rapport à ce qui était prévu, parce que comme il est très nerveux, comme tu faisais remarquer, il devait tourner en rond d'impatience. D'ailleurs, quand Gilbert et sa femme passent voir leurs parents, mais qui sont déjà partis jouer aux cartes chez la tante Cuna, ils le trouvent tout seul dans la cour en train de fumer, apparemment, voilà, un peu nerveusement, quoi, en Hmm. tournant en rond. Alors ça, je sais pas, c'est à 17h20, quelque chose comme ça. Et je pense que déjà, il bouillait d'impatience. Peut-être qu'il aurait dû revendiquer que plus tard. Il aurait peut-être dû le dire que vers 6h moins le quart ou 6h, et qu'il n'a pas tenu, il a craché le morceau peut-être un peu trop tôt. C'est l'impression que ça me donne, moi. Alors, il y a plusieurs points là. Moi, ce que je me dis, en fait, c'est que c'est très réaliste, ce que lui dit le corbeau. En tout cas, la transcription qu'il en fait. Quand il dit, voilà, j'ai appelé à côté, et puis ça répond pas, je trouve que c'est très réaliste et j'ai du mal à croire que Michel ait pu inventer ça. Et puis après, je me dis que finalement, ça sert à rien d'alerter aussitôt Michel, c'est-à-dire à 17h32, puisque là, c'est vraiment très, très juste, en fait. Ça fait peut-être un quart d'heure que tout ça s'est passé. Donc c'est quand même assez risqué d'alerter déjà tout le monde. Donc je me dis, si Michel est complice, finalement, il aurait fait ça bien plus tard. Après, tout est possible, hein. Mais c'est vrai que sa réaction, voilà, il prévient de suite les parents, ils appellent les gendarmes. Et puis j'ai du mal à voir Michel, en fait, aussi réactif, aussi malin, et participer à tout ça.
il y avait aussi la question de est-ce que c'est un crime prémédité? C'est vrai que là, si jamais Michel Voilà. fait partie de la combine, ça veut dire que c'est vraiment prémédité. Dans ce cas-là, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il appelle pas Jean-Marie directement à son travail? Pour moi, ça paraît Exact. clair en fait qu'il connaît le numéro d'Albert et Monique et puis aussi le numéro de Michel Parker parce que c'est quelqu'un de très proche. Donc, s'il les appelle eux, ça veut dire qu'il n'a pas le numéro d'Autocoussin sur lui. Pour moi, ce serait plutôt quelque chose qui va démontrer que c'était pas si prémédité que ça. Ça se passe un peu dans la hâte, il trouve une cabine et il se dit bon ben je vais appeler, il connaît le numéro d'Albert Parker, il appelle, ça marche pas, puis il essaye chez Michel et puis là il est un peu plus stressé que d'habitude d'après ce que dit Michel et il annonce ce qu'il a fait. Oui, enfin, c'est quand même pas très logique. Parce que ce corbeau, s'il veut s'en prendre à cet enfant, c'est parce qu'il a compris que c'est le point faible de Jean-Marie lors de l'appel à Autocoussin. Il a passé en revue un certain nombre de misères qu'il pourrait lui faire, hein, violer sa femme, lui détruire sa maison, lui arracher ses petits arbres, enfin, et cetera. Et Jean-Marie, tout ça, il fait semblant de s'en moquer, quoi. Il le balaye d'un revers de main, jusqu'au moment où il lui dit: «Puis non, je te ferai pire que ça, je m'en prendrai à ton gosse, je surveille avec des jumelles et je le prendrai et tu le retrouveras, stragné ou scoffié», puisqu'on a les 2 versions, en bas. Et là, Jean-Marie explose et il dit: «Non, ça, ne touche surtout pas à mon gosse», et donc là, le corbeau a compris que c'était son point faible. Donc, dans la mesure où ce qu'il veut, c'est se faire souffrir ce père. D'ailleurs, la lettre de revendication n'est adressée qu'au père, n'est pas adressée aux 2 parents. Évidemment que la chose la plus logique aurait été qu'il lui téléphone à Autocoussin. C'était auprès de lui. S'il voulait jouir de son désarroi, de son chagrin, de son affolement, c'était lui qu'il fallait appeler. Les grands-parents, à la rigueur, parce que ce sont quand même les grands-parents. Mais Michel, lui, il est quand même vraiment nettement plus éloigné, hein. Mais c'est bien ce que je Comme dis en dit fait. Grégory. À mon avis, c'est ça. C'est parce qu'il a pas le numéro sur lui en fait. Il a pas le numéro d'Autocoussin. Et on sait aussi que Jean-Marie et Christine étaient sur liste rouge et que même Michel avait pas accès à ce numéro. Je crois d'ailleurs que c'est le 16 C'est sûr. octobre dans l'urgence qu'il va avoir accès au numéro. Donc Oui. finalement, si c'est pas préparé, si c'est un peu un bonheur la chance, avec une certaine préméditation quand même dans les grands axes, c'est possible en fait que du coup il ait que ces deux numéros. Et on voit bien que son premier choix en plus c'est quand même d'appeler chez Albert. Et puis bon, ça répond pas, il est pas au courant qu'ils sont chez la sœur de Monique et du coup bah, il appelle chez le taré d'à côté. Hein. Heu, oui, je reste sceptique. Le contenu de cet appel ne correspond pas à la réalité de toute façon, puisque, d'après Michel, le corbeau aurait étranglé l'enfant avant de le jeter à la Vologne. Par la suite, Michel ne saura plus d'ailleurs s'il a parlé de la Vologne ou s'il a dit à l'eau, et c'est pas du tout la même chose parce que des cours d'eau, il y en a quantité d'autres et puis il y a aussi des mares, des petits étangs. C'est pas du tout la même chose de dire jeter à l'eau et jeter dans la Vologne. Le soir même, quand il est en garde à vue, comme on a son PV, on sait qu'il a dit dans la Vologne. Mais quand il est réinterrogé un peu plus tard, il dit qu'il ne se souvient plus, finalement, si c'était la Vologne ou à l'eau. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Grégory n'a pas été étranglé. Il n'y a aucune trace de strangulation. Donc, c'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Moi, ça me donne l'impression que cet appel n'est destiné qu'à fixer artificiellement tout ce qu'elle a anticipé un peu, par exemple d'un quart d'heure, ce qui paraît plausible de cette revendication. Ça veut dire que l'enfant est déjà mort, donc à 17h30 ou à 17h45. Très probablement, ce n'est pas le cas. C'était sans doute pas le cas, aussi bien au vu du rapport d'autopsie que du premier constat du docteur Petit, du séjour dans l'eau qui a été beaucoup plus bref que ce qu'on pouvait penser. Il est probablement mort plus tard que ça. Si on veut fixer l'heure de la mort au plus tôt, c'est parce que l'assassin va essayer de se procurer un alibi, de se montrer à l'heure réelle de la mise à mort. Et qu'à ce moment-là, il sera insoupçonnable. Ça peut être un jeu comme ça de décalage de l'heure. Ça se voit dans d'autres affaires criminelles, hein.
en Ouais, ouais. changeant, Mais bon, là, il y a quand même en- un enlèvement, en- quoi. il y a un enlèvement. Alors là aussi, est-ce que ce qui était prémédité, est-ce que tout le monde était sur la même longueur d'onde dans ce complot? Est-ce que pour tous, il s'agissait d'aller jusqu'à la mort de l'enfant? Ce n'est pas certain du tout. Michel paraît très bouleversé quand il le découvre. Il fait cette crise de nerfs, etc. Bon, peut-être que le but était de faire une vilaine blague aux parents. C'était peut-être ça le complot, de leur faire une grosse peur pour obtenir d'eux, je ne sais pas quoi, qu'ils changent de comportement, qu'ils s'en aillent, qu'ils quittent la région. Et peut-être que Michel n'était complice que de ça. Ça fait partie de nos grands points de désaccord, puisque moi, je me dis toujours que bon, bah, si c'est une grosse blague, par exemple, il y a quand même un type qui est venu prendre l'enfant dans son jardin et qui l'a mis dans sa voiture et qui a disparu, et que l'enfant, il sait très bien qui a fait ça. Donc même si c'est une Oui. blague et qu'ensuite on rend l'enfant tout ça, quelque part, si je pense qu'il y a derrière il y a une logique de jusqu'au boutisme et c'est sûr qu'à partir du moment où l'enfant est enlevé, il va être tué aussi. Parce que sinon il est témoin, il va dire bah, c'était tel ou un tel et puis là c'est sûr que Jean-Marie il va pas laisser passer ça quoi. Donc j'ai du mal à croire à ça. Et ensuite par rapport à Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait sa crise de nerfs quand même assez tard. Donc effectivement, soit il fait vraiment partie du coup et il s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, mais on voit quand même que vu qu'il y a un enlèvement et que derrière voilà ça aura des conséquences, ça me paraît peu plausible. Par contre, ce qui est possible, c'est que plus le temps passe, en fait, plus Michel il commence à reconstruire des choses qui proviennent de son inconscient et qu'il arrive à dénouer un peu le fil de l'histoire et que tout d'un coup il commence à se dire attends mais Bernard, Ginette, et c'est peut-être pour ça qu'ensuite il veut absolument aller voir si elle est au travail. Ce genre de choses, quoi. En fait, Michel, il fait sa crise de nerfs quand il rentre d'Aumontzey, parce qu'il était reparti à Aumontzey avec sa mère, avec Madame Blaise qu'ils ont déposé en route à Bruyères, et il en a profité pour retourner voir Thuriot, son contremaître, enfin un peu avant 21h. Il retourne le voir à son domicile. On ne comprend pas du tout le but de cette deuxième visite, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Non, ils attendent que Ginette rentre de son travail, puisqu'ils ne l'ont pas trouvée quand ils sont allés la chercher. Et ils retournent rapidement à l'Épange. Et c'est quand ils arrivent à l'Épange qu'ils apprennent que le corps de l'enfant vient d'être retrouvé. Je crois d'ailleurs qu'Albert et Jean-Marie ne sont pas là. Ils doivent être encore au local à pompiers. Ça doit être vers 21h40 qu'ils arrivent, quelque chose comme ça. Et donc là, il apprend ce décès par ceux qui sont restés sur place, les autres membres de la famille. Et c'est là qu'il fait sa crise de nerfs et il se met dans un tel état qu'il est mis en garde à vue immédiatement par les gendarmes. Et il y est resté longtemps. Il a dû être mis en garde à vue vers 22h et il n'a été libéré que le lendemain vers midi, quelque chose comme ça. Hein. Mhm. Donc ça paraissait quand même déjà très suspect, tout ça, ce comportement, celui qu'il avait eu avant de retarder les recherches. Il y a quand même là quelque chose qui ne colle pas bien. Et pour répondre quand même à ton argument sur le fait que l'enfant l'aurait reconnu, bien sûr que l'enfant l'aurait reconnu puisque c'était enfin, dans le cas où c'est Bernard Laroche, ce qui est la conclusion actuelle de l'instruction, c'était son tonton Popov, il l'aimait beaucoup et il l'aurait suivi sans difficulté. Mais en admettant que on aurait voulu faire chanter justement Jean-Marie, en lui disant ou bien je sais pas, tu changes de comportement ou tu quittes la région, tu t'en vas, qu'on te voit plus, et si tu ne le fais pas, tu vois ce qui t'arrive, on peut te prendre ton fils. Pour cette fois, on te le rend, mais la fois prochaine, voilà, tu le retrouveras pas vivant. Ça peut être un chantage. Je veux dire, quand un crime envisage à un moment donné une rançon, si des parents, pour préserver l'avenir, décident de ne pas le dire et de faire taire le petit, je pense que c'est là-dessus qu'ils comptaient. Après, ça rentre pas Sauf trop que, dans le schéma, si tu veux, d'un corbotage qui dure depuis plusieurs années. Et donc là, in extenso, on aurait la réponse. Qui est ce corbeau qui nous a fait chier depuis des années? Et maintenant, il s'attaque carrément à mon fils et on fait du chantage sur moi. Quand on regarde le profil de Jean-Marie, ben voilà, il prend sa carabine, il est capable quand même de tuer quelqu'un. Je pense que oui, c'est pas trop, ça rentre pas trop dans leur schéma. Et on voit bien qu'en plus, ils ont peur de Jean-Marie. Parce qu'on sait qu'il y a c'est plusieurs vrai. corbeaux. Donc quelque part, je sais pas ça rentre pas dans le schéma dans le sens où on voit bien qu'ils assument pas, ils arrivent pas à aller voir Jean-Marie et dire leur cas de vérité. C'est pas du corbotage tout ça, et puis là tout d'un coup c'est plutôt
c'est un truc mafieux. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à rentrer là-dedans, mais après tout est possible, et effectivement, apparemment même Anacrim, comme tu le disais, parle d'une rançon. Donc voilà, tout est possible, hein. Voilà, une rançon ou un espèce de chantage. La lettre d'ailleurs dit: «C'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils», mais ça peut laisser entendre, à contrario, que quelque chose d'autre pourrait le lui rendre, qui ne serait pas de l'argent. On peut l'interpréter aussi comme ça. Tout ça est quand même assez, ambigu. Je pense tout de même que tous les membres, de ce complot familial n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Je crois quand même que, et même Bernard Laroche lui-même, il y a quand même, alors c'est vrai que le seul témoin, qui raconte ça, c'est sa femme, Marie-Ange, et elle est la seule à le dire, et bien sûr que c'est un peu normal qu'elle veuille, soutenir son conjoint. Mais enfin, elle dit bien que quand il prend connaissance de la mort de l'enfant, il est quand même stupéfait, et qu'il dit: «Ah les salauds, c'est pas possible», qu'il ne s'y attendait pas. Il semble qu'il a pleuré, qu'il en a été quand même très affecté. Donc peut-être qu'en effet, il a tout de même été abusé. D'un autre côté, c'est vrai que cet enfant, il y aurait eu quand même 2 tentatives dans le passé, enfin au moins 2 certaines, où on peut penser que c'est lui qu'on a essayé d'enlever alors qu'il était déjà très petit, hein. L'histoire du carreau cassé, de la porte d'entrée cassée, et qui s'est renouvelée, quelques mois plus tard ou l'été suivant, alors que c'était madame Blaise, la maman de Christine, qui le gardait, à la maison. On peut supposer que c'était déjà des tentatives d'enlèvement contre lui, et à ce moment-là, effectivement, un bébé, est-ce qu'on l'aurait rendu? Exactement. Voilà. Et puis voilà, il y a toute la complexité d'un truc en équipe, alors que finalement, si c'est vraiment un loup solitaire qui a peut-être devancé, hein, une première équipe de corbeaux qui, eux, voulaient juste vraiment le faire flipper, qui s'amusait, et puis un mec qui fait partie du groupe qui, lui, part complètement en vrille et effectue tout ça. Voilà par rapport à Michel. Et malheureusement, il est décédé, donc je pense que ça va être difficile d'en savoir plus, hein. Le non-lieu considère que, ce tes arguments, hein, exactement ce que tu dis, qu'il était trop fragile pour avoir été, pas assez fiable, pas assez stable pour avoir été mis dans le coup. C'est un point de vue. Moi, je pense quand même qu'il a participé consciemment, à une partie des choses, déjà en fournissant un faux alibi, à Bernard Laroche, puisque ça, on sait que c'est pas du tout ces horaires-là, et cetera. Je pense qu'il y a quand même un degré de participation de sa part. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est vraiment après le crime qu'il devient complice. C'est-à-dire que là, il comprend des choses, peut-être qu'il se doute aussi que c'est ses amis, enfin, ou même sa femme, hein, tu vois, peut-être qu'à un moment, il a un doute sur Ginette, il se dit, mais attends, il y a ça, mais c'est vrai que... Et puis le corbeau avait dit qu'il y avait un truc avec Popov, et puis là, il y a toute cette construction, et que là, il commence à devenir complice, peut-être même que Monique parle avec lui, tu vois, et puis il essaye d'arranger un peu les choses pour pas être Oui, désigné comme potentiel vecteur d'information, d'autant par que exemple. voilà, et en plus le dernier la dernière révélation de Monique, lors de son très long interrogatoire de 2017, elle a tout de même révélé ça, que dans les 8 jours, Michel lui a avoué qu'il savait très bien qu'en effet, Muriel était bien dans la voiture, de Bernard Laroche, et qu'ils étaient ensemble allés prendre l'enfant à l'épange. Or ça, elle l'a gardé, par-devers elle pendant des années et des années. Michel ne le savait peut-être pas le jour même, en tout cas, il l'a su très vite, il lui a dit dans les 8 jours, et il n'en a jamais parlé, ni au procès, ni ailleurs. Il a couvert quand même tout ça. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire sur possible manigance de Michel dans tout ça. J'espère qu'on aura répondu encore une fois à cette question. Merci à toi.